Bien, je vous propose qu'on reprenne avec donc cette deuxième partie, c'est allumé, tout va bien, où nous allons maintenant rentrer dans le concret, peut-être un peu plus, et voir comment se traduisent toutes ces notions, tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, dans le monde de l'entreprise, avec nos deux premiers invités de cette nouvelle séquence. Avec moi, donc, Stéphanie Brooks, vous êtes DRH de Mars Pet Care and Food, c'est-à-dire les produits d'alimentation et de soins d'alimentation pour les animaux au sein de Mars. Quelques marques peut-être que vous pouvez citer pour ceux qui ne connaissent pas. Il y en a beaucoup, Pedigree, Whiskas, Sheba, Ben's Original. Donc toutes ces croquettes. Croquettes et aussi l'alimentation humaine avec Suzy One, le riz. Et puis à vos côtés, de l'alimentation aussi, notamment avec Alain Masson. Vous êtes directeur RSE de Sodexo. Vous allez nous expliquer ce que ça recouvre exactement. C'est pas juste mettre des petits pois bio dans les cantines. Ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment les aspects globaux de la RSE. Donc la partie sociale, c'est ce dont on va parler tout à l'heure. Et puis la partie environnementale, mais qui couvre plein de sujets. Alors le thème de cette partie, comment réussir sa stratégie inclusive en entreprise. On va voir pourquoi. D'abord, est-ce que c'est important à vos yeux aujourd'hui de mettre en place ce type de stratégie ? Comment faire pour que ce ne soit pas simplement un outil, comme on le disait tout à l'heure avec Flora ? Quelle est votre vision, votre ambition derrière tout cela ? Je vous propose qu'on essaye peut-être de découper ce thème qui est très large en quatre parties. On va voir pourquoi c'est important de définir une stratégie. Si on veut la réussir, il faut commencer peut-être par la définir, comment on la met en place. Et puis nous aurons une deuxième partie avec deux autres intervenants de chez AXA et du groupe GSF. Nous verrons avec eux plus comment mesurer ensuite les résultats de cette stratégie et comment voir ce que ça apporte concrètement à l'entreprise. Alors peut-être pour commencer, Stéphanie, je sais que chez vous, vous avez, pour mettre en place cette stratégie, fait ce que finalement Flora nous suggérait tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de ne pas faire descendre une stratégie du sommet vers l'ensemble des collaborateurs, mais de construire réellement ensemble cette stratégie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous y êtes pris ? Oui, alors ça m'a fait très plaisir d'entendre Flora parce que ça a renforcé pas mal des choses sur lesquelles on travaille et qu'on a essayé de mettre en place. Donc, comme vous le savez, Mars, c'est une entreprise internationale qui a vraiment une politique volontariste sur sa stratégie d'inclusion et de diversité. Et ce dont je vais vous parler, c'est comment nous, Mars Pet Care France, on s'y est pris pour déployer cette stratégie, la définir et la déployer dans l'unité. Alors on a eu la volonté de nous appuyer sur les managers en fait, et on a sélectionné quelques managers qui avaient un intérêt, une passion pour le sujet, et on leur a donné le temps. J'aime aussi beaucoup la référence au temps, de prendre les objectifs du groupe et de regarder à comment est-ce qu'on les déploie chez nous dans l'unité française. Donc c'est parti sur la base d'une enquête qui avait été créée au niveau européen avec 5000 répondants France et Europe, des résultats et une feuille de route qui nous est arrivée du groupe. On a ensuite confié la tâche à ce groupe de managers de nous établir notre stratégie pour nous et notre feuille de route. Ils ont relevé le challenge de façon magnifique, donc ils ont commencé à travailler, créer un groupe de travail en janvier 2021. Et ont travaillé plusieurs semaines et sont revenus vers le comité de direction pour proposer une feuille de route et dire voilà ce qu'on pense qu'il faut faire. Dans la définition de cette feuille de route, ils ont impliqué aussi pas seulement le groupe de managers, mais l'entité dans sa totalité à travers des open cafés, des entretiens, des discussions. Voilà, donc ils nous ont préparé cette feuille de route qui a été acceptée par le comité de direction et qui a été mise en place. Alors vous êtes combien au sein de Mars Pet Care and Food ? Nous sommes à peu près 800 personnes sur 2 sites. Et quels sont les enjeux ? En quoi est-ce que l'inclusion est un sujet chez vous ? L'inclusion, c'est un sujet parce que, déjà, on a entendu parler tout à l'heure de la valeur que ça apporte, de la valeur collective, de la performance. Ça a une influence sur la performance, mais aussi sur ce que ça apporte à l'individu. Et on a chez Mars une culture depuis très longtemps qui est très collaborative et très participative.
Donc je parlais par exemple de la définition de la feuille de route, elle est passée aussi par des open cafés, on appelle ça des open cafés, où toute personne peut se connecter et donner son opinion, discuter de ce que veut dire la diversité pour lui, pour elle, donner son opinion et s'exprimer sur le sujet, discuter de la valeur que ça apporte collective et individuelle, et comment est-ce qu'on peut la faire vivre dans notre organisation au quotidien. Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette feuille de route? Qu'est-ce qui est ressorti de ces échanges et de ces conversations? Alors, le groupe de managers nous a proposé une feuille de route avec 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est sur la sensibilisation aux biais cognitifs et aux préjugés. Donc on a mis en place des formations pour toute la population, pas seulement les managers, mais toute notre population, tous nos associés, ou avec une éducation, mais aussi, j'en parlais, des open cafés, des opportunités de conversation autour de ce thème, et comment il nous aide chacun et valorise l'individu, valorise la performance collective. Donc ça, c'était le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le recrutement. En fait, c'est comment est-ce qu'on adapte nos pratiques de recrutement pour attirer des profils beaucoup plus diversifiés. Voilà, donc ça c'était le deuxième pilier. Le troisième pilier, je regarde Catherine qui est le lead du groupe. Le troisième pilier, c'est sur, on appelle ça l'inspiration et la provocation. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait intervenir des personnes externes qui sont venues nous parler de la diversité, de leur point de vue, et qui nous ont provoqués, challengés, inspirés aussi dans certains cas, pour améliorer notre feuille de route encore plus et puis l'ajuster. Cette feuille de route dont je parlais, elle est très itérative, très exploratoire. On tire les enseignements de ce qui marche et on retient, et on regarde à ce qui ne fonctionne pas, et l'idée c'est de trouver un autre angle, une autre approche. Donc on est vraiment encore dans le début du déploiement et dans certains test and learn que l'on va évaluer et ajuster au fur et à mesure. On va y revenir. Alain, vous, c'est un petit peu différent chez Sodexo. Vous n'êtes pas parti forcément des managers et d'un travail collaboratif autour de ces sujets. Vous êtes parti et vous partez du terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, en fait, vous faites pour... D'abord, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important de faire remonter les initiatives, mais surtout pour vous, chez Sodexo, de partir sur ces sujets-là, sur ce sujet de l'inclusion, des besoins du terrain? Alors, effectivement, je vais parler des exemples terrain. On a une stratégie, hein, évidemment. Hein. Alors, nous, on est un tout petit peu plus nombreux. On est 30 000 en France et répartis sur, Florence me corrigera, je dis toujours, moi, 5 000 sites. Donc, on a des équipes très décentralisées, une organisation très décentralisée. Donc, ça rajoute un peu de complexité. Donc, on a une stratégie qui nous vient du groupe et qu'on adapte par rapport au pays. Et donc, on pourrait dire, moi, je suis en charge avec ma petite équipe de diffuser et de mettre en œuvre cette politique. Donc, ça marche tout seul. Bon, ça fait 20 ans qu'on le fait. On a quelques bons résultats, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc, souvent, on fait, alors je sais pas, les anglo-saxons appellent ça des POC, Proof of Concept, mais on part plutôt du terrain. C'est-à-dire que si c'est Alain Masson qui dit c'est vachement bien de recruter des personnes handicapées, des personnes sous statut de réfugiés, etc., ça peut marcher, mais pas toujours. Donc on inverse les choses pour les rendre aussi opérationnelles. C'est un peu quels sont les bénéfices de la diversité. Flora et Pierre-Marie en ont parlé tout à l'heure, la performance, mais aussi l'engagement et aussi l'égalité des chances. Bon. Et donc, moi je vais prendre l'exemple d'un sujet qui a été mis en lumière là récemment avec les événements de Kaboul et de l'Afghanistan au sens large, c'est l'accueil des personnes sous statut de réfugiés. Donc nous, il y avait une impulsion faite par le groupe de dire c'est vachement important de recruter des personnes sous statut de réfugiés. Ok, mais pourquoi? Donc, et on l'a fait comme ça, on a descendu, on a adapté, on a créé un support sur notre intranet qu'on a diffusé, mais ça n'a pas eu une résonance très très forte. Donc on est reparti de l'inverse, c'est-à-dire de dire ces personnes sous statut de réfugiés, si elles sont bien intégrées, elles peuvent répondre à des besoins opérationnels, ressources humaines. Donc j'ai été creusé, parce que j'ai un petit avantage, c'est que j'ai 31 ans de société, donc je connais un peu de monde, et donc j'ai été chercher les besoins d'une région, d'un opérationnel, en l'occurrence chez nous un directeur régional, qui m'a dit tous les ans, je suis embêté, il ne m'a pas donné ce terme-là d'ailleurs, il m'a donné un autre terme,
je suis embêté pour trouver 5 commis de cuisine. Alors c'est juste avant le cuisinier hein, dans la hiérarchie des brigades. J'y arrive pas et les ressources humaines font des efforts, mais ils ne trouvent pas. Et je suis embêté tous les ans avec ça. Ok. Donc on est parti de ça. On avait pris des contacts avec des associations, hein, parce que sur ces sujets-là, il faut toujours s'aider de structures qui connaissent le sujet. Donc je vais la citer parce que ça a bien fonctionné. C'est Forum Réfugiés, donc, qui est une association qui s'occupe de ça sur toute la région lyonnaise et l'Occitanie. Ils ne sont pas présents sur toute la France. Et je leur ai mis, entre guillemets, le marché en main. Je dis, voilà, est-ce que vous pouvez répondre à ce besoin? Et donc on a fait quelque chose de très simple. On s'est engagé, parce que ça part forcément d'un engagement des managers, on s'est dit, OK, on va signer 5 promesses d'embauche puisqu'on a 5 besoins. Grâce à cette promesse d'embauche, l'association Forum Réfugiés a pu récupérer des fonds de la région pour former, puisque c'est des personnes, on avait fixé un certain niveau d'exigence, notamment un niveau d'exigence en langue, mais c'était des gens qui avaient une appétence pour les métiers de la cuisine, mais qui n'avaient pas forcément d'expérience dans leur pays d'origine. Et donc, ils ont été formés pendant 4 mois dans un centre de formation pour adultes, avec des outils Sodexo. Hein. On a joué à livre ouvert, on a donné nos fiches recettes, on a donné notre plan de maîtrise sanitaire, hein, toutes les normes sanitaires obligatoires, et ils ont travaillé là-dessus. Ils sont venus évidemment en stage d'immersion chez nous, dans nos cuisines, et puis ensuite, à l'issue des 4 mois de formation, on en a recruté 5, c'était en octobre 2019, il en reste avec la Covid 4, et la personne est partie dans les 2 mois, hein, la 5e est partie dans les 2 mois, donc c'est pas du tout la Covid qui a provoqué ça, et elles sont toutes en CDI, et il y en a une qui a même évolué dans la hiérarchie. Donc, et donc on s'est dit, on va faire une vidéo là-dessus. Et moi, dans la vidéo, j'apparais absolument pas. On cite la RSE, mais au détour d'une phrase. Et j'ai fait témoigner, évidemment, Gulbuddin, puisqu'il s'appelle Gulbuddin Omar Khail, ce jeune Afghan de 22 ans, sa chef de groupe, la personne qui la manage, le directeur régional, et tout le monde a donné l'intérêt qu'ils avaient eu pour la question, la facilité avec laquelle ça s'était fait. Et cette vidéo a tourné au sein de notre région, et ça a tout de suite provoqué des bonnes réactions, puisqu'un autre directeur régional d'un autre segment de l'entreprise a dit, mais si ça marche chez Cédric, ça va forcément marcher chez moi. Bon, après, il y a eu un tout petit événement qui a bloqué les choses, en mars 2020, depuis, voilà. Mais c'est en train de revenir, hein, très très fort d'ailleurs, puisque je suis sollicité de partout pour refaire des rendez-vous avec les assos. Alors ça, c'est un exemple donc, d'un besoin du terrain qui permet de décliner cette stratégie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette stratégie de façon plus large? Quelle est, vous, votre vision de l'inclusion, de la diversité chez Sodexo? Alors, je ne vais pas être au niveau de Pierre-Marie et de Flora, hein. Je ne vais pas philosopher, on en discutait tout à l'heure avec Stéphanie. Moi, j'aime bien citer Verna Myers, hein, qui est une activiste américaine sur ce sujet, qui dit la diversité, c'est être invité au bal, et l'inclusion, c'est d'être invité à danser. En clair, on peut avoir des gens divers, divergents, avec des opinions divergentes, mais si on ne les fait pas bosser ensemble, à mon avis, on rate quelque chose. Parce que pour nous, la diversité et l'inclusion, c'est 4 critères assez simples. Hein. Il y en a un qui est assez légal, c'est la non-discrimination. On n'en a pas trop parlé, mais ça existe. Ensuite, l'égalité des chances. On sait que en France, des personnes handicapées ont un taux de chômage 2 fois plus important. On sait que les personnes issues des quartiers prioritaires de la ville ne sont pas forcément aidés pour trouver du boulot, etc. etc. Et je passe pas les 25 critères de discrimination. Et puis ensuite, et là ça rejoint ce qui était dit tout ce matin, c'était oui, de la performance et de l'engagement des collaborateurs. Quand on dit engagement, c'est aussi un terme qu'on a abordé ce matin, c'est aussi la qualité de vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être, enfin c'est notre avis a priori, hein, mais on ne peut pas être bien à son boulot si on n'est pas soi. Hein. Ça c'était Flora, je crois, qui a démarré son intervention là-dessus. Et ça, j'y crois beaucoup. On a une thématique qui, encore chez nous, est un peu compliquée. Ça va beaucoup mieux, c'est la thématique LGBT. On a des personnes aujourd'hui qui sont LGBT, qui ne veulent pas, qui ne sont pas fait de coming out professionnel et qui se sont un peu recroquevillés. Ils sont pas à l'aise, ils sont pas bien avec ce qu'ils sont. Et ça, ça nuit forcément. Peut-être que ces gens-là vont partir, on va pas attirer les talents. Enfin voilà. Donc c'est vraiment une logique. Aussi d'engagement de collaborateurs. Vous avez ces mêmes interrogations et préoccupations au sein de Mars? Oui, elles sont similaires. On échangeait sur le sujet et on a un forum qui a été créé dans l'entreprise qui s'appelle I Can Be Me. Donc je peux être moi-même parce que fondamentalement, on pense qu'on ne peut pas être heureux au travail si on n'est pas soi-même. Et donc, encore une fois, on utilise beaucoup ce médium
open café, d'engager des conversations, d'échanges d'expériences qui marchent bien et qui incitent les gens à ouvrir et venir au bureau en tant qu'eux-mêmes et pas avec une façade. Est-ce qu'ils viennent avec leurs chiens et leurs chats chez vous ? Pas les chats, mais oui, on a des chiens au bureau, ce qui est très très agréable. Et ça contribue à être soi-même, c'est venir comme on est et venir avec un élément de sa vie privée finalement. Oui, je pense ça contribue à être soi-même, ça crée un buzz et ça crée des conversations, ça crée un lien entre nos associés. Quand on a dû malheureusement arrêter d'avoir les chiens au bureau pour la Covid, c'était un vrai manque pour les associés parce que c'est un point d'ancrage, un point de conversation, et on a dans nos associés une réelle passion pour le métier que l'on fait et de créer un monde meilleur pour les animaux. Donc avoir les chiens au bureau, c'est très important pour nos associés, pour nous. Et oui, c'était un réel manque. Donc je pense que ça contribue à ce que les gens puissent venir au bureau eux-mêmes. Je ne vous demande pas, Alain, s'il y a des chiens en cuisine, j'imagine que non. Vous parliez de brigade tout à l'heure. Un des sujets de conversation que nous avions dans la première partie, c'était autour de cette idée de hiérarchie. Le monde de la cuisine, vous le disiez, est finalement très hiérarchisé. Comment vous réussissez à faire vivre cette idée d'inclusion avec des normes assez strictes et un cadre finalement qui reste assez rigide par rapport à d'autres entreprises ? Oui, alors c'est vrai que j'ai employé le terme de brigade parce que c'est un terme qui vient de la restauration traditionnelle, qui existe un peu en restauration collective. Mais c'était plus pour rappeler une qualification. On a la chance chez Sodexo d'avoir peu d'échelons hiérarchiques. Alors il y en a quelques-uns en cuisine, mais on va très vite. J'ai parlé du directeur régional, et au-dessus du directeur régional, c'est le directeur général. Donc ça va assez vite. Et puis, si vous avez suivi un peu l'histoire de Sodexo, les trois CEO avaient aussi une approche et une humilité, ça a été un terme qui a été employé tout à l'heure, qui permettait justement... Alors lesquels, vous pouvez peut-être rappeler ? Oui, alors il y en a un qui a fait l'actualité récemment, Pierre Bellon qui est le président fondateur en 66, ensuite Michel Landel, et puis récemment Denis Machuel. Voilà, et c'est trois personnes différentes mais qui portaient les valeurs de Sodexo, et ces fameux trois valeurs, esprit d'équipe, esprit de service, esprit de progrès. Donc oui, il y a de la hiérarchie, et en même temps, alors on a moins la facilité de faire des open cafés ou des échanges, en tout cas de façon régulière, ça se fait sur les sites. Mais voilà, donc c'est important, et nous, la diversité, elle est très très présente en bas de la hiérarchie, puisque on a des métiers qui nécessitent peu ou pas de qualification dans les premiers postes, ce qui permet effectivement d'inclure des gens très divers. Et nous, notre challenge, c'est comment on les fait passer de ce fameux poste de plongeur, de commis, à chef de cuisine, puis responsable de site, puis directeur RSE, puisque moi je viens du terrain, j'ai fait beaucoup d'études. On a encore ce progrès-là à faire. Mais moi, je trouve que les choses sont vraiment en train de changer, et la discussion et l'échange, c'est passionnant. Même si c'est divergent, au contraire, c'est très intéressant. Cette différence de niveau hiérarchique, Stéphanie, est-ce que vous le voyez entre, par exemple, vos associés ou collaborateurs dans les bureaux et ceux qui sont plus dans des unités de production ? Est-ce que l'inclusion et la diversité est plus facile à mettre en œuvre, comme le disait Alain, au premier niveau hiérarchique, ou peut-être dans les sites de production, et plus compliqué à traduire dans les bureaux ? Donc moi, je pense que dans les bureaux, c'est beaucoup plus facile d'avoir ces conversations. C'est beaucoup plus difficile pour nos opérateurs de production. Mais ce qu'on voit, par exemple, c'est que cette culture dont je parlais, collaborative, qui est très très forte, en fait, chez Mars, tout le monde a une opinion. Donc la partie divergente m'a fait sourire tout à l'heure. C'est pas justement les différences, mais c'est aussi la divergence. Et par exemple, dans ces open cafés, on va retrouver tout le monde, que ce soit un opérateur de production ou un membre de CODIR, qui vont venir exprimer leur opinion et qui vont avoir cette opportunité sans le risque d'émettre des opinions qui ne sont peut-être pas nécessairement les mêmes que la direction. Et alors, une fois qu'on a discuté, partagé ces opinions, comment vous déroulez votre plan ? Comment vous le mettez en place et comment ça se traduit concrètement aujourd'hui chez Mars ?
Donc une fois qu'on a pris les opinions, on a pris la température, après c'est pas une chose ponctuelle, c'est quelque chose qu'on continue dans le temps. Vous revenez régulièrement dessus. On est vraiment dans cette approche test and learn et de voir ce qui marche pas et comment on ajuste. Donc le petit groupe de travail de nos managers nous a présenté la feuille de route, on la déploie. On a les actions qui sont en place et l'idée c'est d'y revenir régulièrement et de voir si on doit ajuster d'autant plus notre méthode de recrutement. Donc on essaye, on fait des pilotes en ce moment sur ce qu'on appelle des CV à l'aveugle. Donc on enlève tout ce qui pourrait être caractère discriminant du CV et on se concentre sur les compétences et les expériences des candidats plutôt que de là où ils viennent, par exemple. Donc la feuille de route est en train de vivre son cours et on l'a aussi communiqué à tous nos associés. Donc on leur fait le retour sur leur contribution dans les Open Cafés en exposant à travers nos points réguliers. Voilà la feuille de route, voilà les objectifs qu'on s'est mis, voilà les choses qu'on essaye. Tout à l'heure, Flora disait qu'une politique d'inclusion pouvait se faire finalement pour la beauté du geste. Vous, qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, j'ai adoré ce qu'a dit Flora sur ce sujet parce que, bien sûr, je travaille dans une entreprise et la performance est importante et le résultat financier, etc., etc. Mais en fait, j'ai adoré ce qu'elle disait parce qu'en fait, pourquoi l'inclusion ? Parce que c'est bien, parce que ça apporte une richesse incroyable. On a des points de différence, des points de divergence. Ça amène du sel au débat. Ça apporte une richesse dans l'établissement de la stratégie et dans son déploiement. On passerait à travers quelque chose si on n'avait pas ça. Et c'est agréable, ça stimule le cerveau, ça fait réfléchir, ça fait regarder aux choses différemment. Et j'ai adoré aussi le principe de l'humilité. C'est de se remettre en question constamment et de se dire mais pourquoi cette personne me dit ça ? Quel est l'angle ? Quelle est l'expérience qu'il y a derrière ? Et c'est donc oui, dans une entreprise, il y a bien sûr la performance, mais il y a aussi, en fait, ça fait un bien fou. Alain, vous voyez opiner, alors peut-être pas sur le fait de mettre du sel, il ne faut pas en mettre trop en cuisine, ça c'est une autre casquette RSE sans doute, mais sur ce que ça vous apporte, tout ça, et sur la façon dont, au-delà de cet exemple dont vous nous avez parlé, vous déclinez cette stratégie de façon globale. Pour ceux qui mettent en œuvre la stratégie, parce que y a la petite équipe qui effectivement lance les initiatives et les suivent, alors après je ne vais pas rentrer dans les mesures, c'est Sybille et Denis je crois qui vont aborder ce sujet-là, mais... moi qui fais ça depuis 2009, plus de 10 ans, je pense qu'on a vraiment l'impression d'être utile. Alors bien sûr, la performance financière, si on veut, on a un taux d'emploi de personnes handicapées qui est toujours surveillé tous les ans et pour lequel on paye, quand on n'est pas sous accord handicap, je ne rentre pas dans le détail, une certaine contribution. Ça se mesure. Par contre, si je reste sur le handicap... et c'est Flora qui disait tout à l'heure, l'environnement doit s'adapter à l'individu. Donc, en termes de personnes handicapées, on est ce qu'on appelle la compensation du handicap. Quand on arrive à contourner une difficulté liée à une pathologie ou un accident de travail et à aménager le poste ou à trouver un autre site ou à lui trouver une formation qui va lui permettre de faire un autre métier et que ça aboutit, c'est énorme. Ça amène en plus une certaine solidarité dans l'équipe quand les choses sont bien faites et bien compensées. Donc là, oui, je pense que c'est un métier fait de faut être très résilient, très tenace, parce que je parlais de la question des réfugiés, j'en ai parlé pendant 2 ans. Allez, je vais le dire, tout le monde s'en foutait dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est le sujet, un des sujets. Mais je pense que l'utilité, enfin vraiment, on a l'impression, alors c'est pas une mission, mais on a vraiment l'impression de faire des choses utiles. Pour le bien de la société, en tout cas pour le bien de l'entreprise et pour le bien des collaborateurs. Donc ça, c'est une question que je posais tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est pas naturel ? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de stratégie ? Est-ce que vous sentez, vous le disiez, oui, parfois une résistance Quel est votre point de vue là-dessus ? Les philosophes et les chercheurs ont ça, mais je crois que le terme n'a pas forcément été... Moi j'appelle ça les stéréotypes. C'est-à-dire que tout le monde ici dans la salle, moi, vous, on en a. Et on en a toujours, malgré... qui sont entretenus par l'histoire, la culture, les médias, j'en passe, et des meilleurs. Et nous, une des missions d'une équipe diversité, c'est ça, c'est de déconstruire les stéréotypes. Et d'ailleurs, les vidéos où on fait voir des choses réelles et du terrain fonctionnent très très bien là-dessus. Donc ça, les stéréotypes, et ils sont
quelles que soient les générations, il y a un monsieur qui disait tout à l'heure, mais les jeunes, etc. Oui, ils en ont d'autres, mais certains, ils en ont pas. Sur certaines questions, ils en ont moins que des gens de ma génération. Par contre, ça existe toujours. Donc, et ça, en permanence, c'est ce que j'appelle, moi, avoir un bruit de fond en termes de sensibilisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop en faire, mais il faut maintenir en permanence. Hein, on a créé, là, récemment, on est assez fiers de ça, des minutes diversité. C'est-à-dire on a traditionnellement chez nous, depuis 5-6 ans, Florence, hein, peut-être plus que ça, une culture sécurité évidente. Et donc, on démarre pas une réunion sans faire une minute sécurité. Super. Donc, sur tous les thèmes. Et sur le même principe, parce que les ordres du jour sont très, très lourds, que les gens ont plus de temps ou que les réunions sont moins nombreuses, on fait la minute diversité. Donc on a des sujets sur le handicap, LGBT, etc. Et ça a l'air de fonctionner, ça vient de démarrer. Alors c'est pas des open cafés, parce qu'il faut qu'on touche plus de monde à des endroits différents. Mais a priori, quand on ne parle pas d'un sujet, il n'y a pas de sujet. Donc l'entretenir, ce petit bruit permanent, ce petit rappel en permanence, et cette attention aux préjugés et aux biais, ça rejoint votre premier pilier finalement, Stéphanie, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Donc pour vous aussi, cette nécessité d'aller en permanence contre les préjugés, les biais, les idées reçues? Oui, c'est pour ça que ces conversations sont tellement importantes en fait. On a beaucoup de ces interventions où on amène la conversation et on la garde top of mind, à l'avant de notre cerveau, autant que faire se peut. Merci beaucoup.